Il y a quelques temps dans une vidéo, je vous avais évoqué la notion de surprise dans la littérature avec l'idée de se laisser surprendre parfois par les livres, de ne pas rester toujours sur ces genres qu'on a l'habitude de feuilleter, refeuilleter encore et encore. Je vous avais fait une sélection de livres qui avaient été en réalité sélectionnés par ma libraire et que j'avais lu complètement du coup au hasard sans en fait me baser sur mes goûts à moi, mais plutôt uniquement me basant sur ses goûts à elle. Je vous mets la vidéo juste ici si jamais ça vous intéresse. Pour aller encore plus loin dans cette optique de surprise, j'ai décidé cette semaine de choisir mes lectures à l'aveugle, donc sans lire le résumé, en me basant uniquement sur la couverture. Et pour lier en fait le game à l'agréable, j'ai décidé de vous présenter par la même occasion une librairie qui est assez intéressante puisqu'il s'agit de la librairie Mola. Donc la librairie Mola, c'est une librairie indépendante qui est située à Bordeaux. Sa particularité, c'est que premièrement c'est la librairie la plus importante de France parce que c'est celle qui fait le plus de chiffres, mais elle a également quand même une sélection littéraire qui est assez intéressante. D'ailleurs, je vous invite à aller consulter le site que je vous mettrai en barre d'infos si jamais vous êtes curieux de la librairie, parce que en l'ayant consulté, je me suis rendu compte que ça allait beaucoup plus loin qu'un catalogage. Il y avait pas mal de coups de cœur, de sélection de livres par thème, d'événements qui sont remis en place et qui sont réinjectés dans le site, même si c'est pas par rapport à la librairie. Donc voilà, on va aller découvrir tout ça ensemble et je vous retrouve juste après. On se retrouve quelques jours plus tard après mon investigation à la librairie Mola pour essayer de dénicher les plus belles pépites à l'aveugle. Ça fait un moment en fait, pour être tout à fait honnête, que j'ai fait cette vidéo, que j'ai tourné les premiers plans et j'ai pas regardé ce que j'avais acheté depuis, donc j'ai vraiment hâte de découvrir les textes avec vous et même d'ailleurs de lire les résumés puisque je ne sais pas vraiment ce que j'ai acheté, je ne sais pas vraiment ce dont ça va parler. Pour choisir mes livres, je me suis basée sur plusieurs critères, je vous en ai pas trop parlé, mais je me laissais assez influencer soit par les éditions que je connaissais, donc qui me permettaient d'avoir un peu une idée du style que ça pouvait être. Aussi sur les petites notes coup de cœur qui étaient proposées par les libraires, ça m'a permis quand même d'avoir plus d'informations comme je pouvais pas lire le résumé. J'ai essayé aussi de prendre des genres assez distincts pour pouvoir vous proposer un panel assez varié. Je me basais aussi sur les auteurs, si je les connaissais déjà ça m'a influencé également. J'ai le paquet juste ici, aux initiales de la librairie Mola, et on va découvrir ça ensemble. Ne m'attendez pas à ce que le challenge soit si dur que ça. C'était vraiment... Oula, j'en perds ma voix, j'en perds mes mots, c'est l'émotion. C'était vraiment dur, je savais pas quoi prendre en fait, j'avais l'impression de jouer ma vie alors que c'était juste sélectionner des livres, mais vraiment je vous assure que c'était vraiment pas évident de choisir un livre sans avoir même ne serait-ce que lu le résumé. Au final j'en ai pris plus que ce que j'avais imaginé à l'origine parce que c'était trop difficile pour moi de choisir. La pile est juste ici, ah je suis trop excitée, c'est un truc de ouf. Donc le premier que j'ai pris c'est Ronce Rose de Éric Chevillard. Des éditions de Minuit, donc je pense que c'est pour ça que j'avais choisi celle-ci. Il me semble aussi que quand j'avais filmé, le libraire avait laissé une petite note qui m'avait donné vachement envie. Si Ronce Rose prend soin de cadenasser son carnet secret, ce n'est évidemment pas pour étaler au dos tout ce qu'il contient. D'après ce que nous croyons savoir, elle y raconte sa vie heureuse avec Mâchefer, jusqu'au jour où, suite à des circonstances impliquant un voisin unijambiste, une sorcière, 4 mésanges et un poisson d'or, ce récit devient le journal d'une quête éperdue. Ronce Rose s'ouvre comme un journal intime tenu par une petite fille avant de laisser place à une intrigue plus linéaire lorsque la jeune narratrice se lance à la recherche de Mâchefer, son cambrioleur de père. On pourrait se croire en terrain inconnu. Ce n'est qu'une fausse impression. Le récit de la quête de Ronce Rose peut également se lire comme la quête d'un récit, une méditation sur l'écriture qui, pour le coup, inscrit pleinement ce nouveau roman au sein de l'œuvre d'Éric Chevillard. Honnêtement, je pense que si j'avais le résumé, je sais pas si je l'aurais acheté. Parce que c'est vrai que ça a une sensation que c'est un petit peu fantastique et c'est pas un genre qui me plaît. C'est vrai qu'en lisant la petite critique de Pierre-Édouard Peillon qui travaille au magazine littéraire, c'est pas mal. En tout cas ça a l'air intriguant. Ça m'a l'air vraiment intriguant, c'est vrai que c'est difficile de vous donner mon avis là comme ça à chaud parce que je peux pas savoir avant de l'avoir lu. Mais le style en tout cas, l'écriture me plaît, c'est prometteur de ce que je vois. Ensuite, le second roman que j'ai pris, je vous ai dit j'ai pas réussi à choisir donc j'en ai pris un second, mais il est petit aussi, c'est 30 ans sans lui. De Frédéric Better Non, c'est Daimler s'en va de Frédéric Better. De quoi ça parle? Un détective privé dans l'affaire ne marcherait pas très fort. C'est ainsi que Frédéric Better présente le héros de Daimler s'en va.
Un héros, ce Raphaël Daimler, dit Raph, plutôt un anti-héros. Il tombe amoureux, se fait larguer, consulte Uri Geller qui se propose de tordre une fourchette, un psy qui lui vole les photos de l'ennemi. Daimler s'imagine en chien de garde, rêve qu'il est poursuivi par un œuf au plat géant, se prend pour la Beffaria du comte de Monte Cristo, puis il s'en va. Apparaît son ami Bonneval, lecteur du Chasseur français, qui reçoit des nouvelles de Raph. Une longue lettre cocasse et posthume. Daimler s'en est allé pour considérer le monde de notre monde d'un peu plus haut. Alors, c'est très flou de ce que j'ai dû résumer. L'écriture est pas mal, c'est assez acerbe, c'est un truc que j'apprécie personnellement. Mais c'est bizarre parce que je comprends pas le titre. Parce que là, il y a écrit Daimler s'en va, mais le premier chapitre c'est 30 ans sans lui, et là on voit encore 30 ans sans lui. L'écriture est particulière, on dirait presque du théâtre. Ça m'intrigue pas mal honnêtement, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors, j'ai pris 2 recueils de poésie. Le premier c'est Guillaume Apollinaire, donc c'est une édition un peu bijou. Donc je connais les textes d'Alcool, mais j'avoue que l'objet me faisait fortement envie. J'avoue j'ai un petit peu triché parce que j'ai ouvert la boîte quand j'étais à la librairie Mola, juste pour voir ce que c'était les trois différents ouvrages qui étaient à l'intérieur. Donc en premier il y a Alcool, donc d'Apollinaire, mais avec des aquarelles. J'ai pas vu les aquarelles encore. Ah, ça m'excite de ouf. Donc c'est les textes d'Apollinaire mais aquarellés par Louis Marcoussis, c'est hyper cool, j'adore. Je vais le relire je pense juste pour le plaisir de voir la mise en page, le travail à 4 mains qui est effectué par l'auteur. Le papier est aussi un peu spécial, il est comme, vous voyez, comme presque brûlé, un peu jauni, ça donne un effet un peu défraîchi. Ensuite il y a une étude par Jean-Marc Châtelain, donc c'est un petit texte comme ça. Encore avec, du coup il y a des pages, des brouillons d'Apollinaire. Je pense que c'est une étude de texte et illustration d'Apollinaire. Je sais pas du tout ce que c'est honnêtement. Je pense que c'est un rapport avec Apollinaire et son travail main dans la main avec certains artistes. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'illustrations également. Et la troisième chose, donc c'est, je sais ce que c'est des petites cartes qui ont été illustrées par Louis Marcoussis. Donc la même personne qui a illustré le recueil d'Apollinaire. Et c'est des cartes, je sais pas si c'est des cartes qui sont reprises dans le livre ou bien si c'est des illustrations originales, enfin indépendantes, mais peut-être qui ont été inspirées par les poèmes. Mais je trouve ça très cool. Ah là là, je suis refaite. Ah, c'est trop bien en fait, chaque texte a une illustration. Donc vous pouvez très bien lire le texte avec, en rapport avec les illustrations qui ont été proposées. On va couper la chic, donc je sais plus trop où j'en étais. J'ai pris un deuxième recueil qui s'appelle Par les peaux de Philippe Agostini. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai pris ça parce que je ne connais pas l'auteur, je ne connais pas les maisons d'édition. Je pense que c'est encore un truc illustré, ouais c'est un truc illustré. L'impression est en surface, donc quand on touche comme ça fait un effet de volume, c'est très satisfaisant. Enfin ça apporte un plus à la lecture, je trouve, surtout pour de la poésie ça compte pour moi. Il y a des portes sous la peau qu'enfoncent nos effleurements au milieu d'illusions urbaines. Nous sommes là, nous aimant, nous endormant, en vie, nous endormant à plein corps innocent comme des enfants. Donc c'est de la prose contemporaine, très facile à comprendre je trouve. Les illustrations sont plus dans des idées d'impression, à voir le rapport avec le texte. Il n'y a pas de notes de l'éditeur, donc je peux pas vous en dire plus pour le moment. Je pense que le Par les peaux, ce jeu d'assonance ça m'a plu, j'aime beaucoup les titres avec une rythmique un peu comme ça, et je trouve que ça coule sur la langue, vous voyez, Par les peaux. Bon là ça part dans de l'ASMR mais... Rimola il était abîmé le livre également, mais c'était le dernier donc je l'ai pris quand même, donc je sais pas pourquoi ça m'avait à ce point là chauffé. Dans la section graphisme, un autre texte qui était illustré. Alors c'est une collection qui s'appelle le cabinet de dessin. Tous les livres se présentaient comme ça sous forme de feuillets plastifiés avec illustration. En fait c'est pas du texte, c'est vraiment des images. Je vais prendre le temps plus en détail de le regarder mais je vous en ferai des close-up. J'ai pris deux autres textes mais dans une autre librairie cette fois-ci, donc c'est une librairie qui s'appelle N'a qu'un œil, c'est une librairie indépendante à Bordeaux. Je vous mettrai les informations de cette librairie également en barre d'infos. Cette fois c'est pas des livres que j'ai choisis à l'aveugle mais je voulais vraiment vous en parler parce que la librairie c'était un vrai gros coup de cœur. C'est une librairie assez petite mais qui fourmille de pépites incroyables, plutôt axée art contemporain, poésie ou graphisme, illustration, un peu dans la même veine que par exemple ce cahier de Céline Guichard. Pas mal de fanzines, d'affiches, ils font aussi des expositions, des ateliers collaboratifs pour créer des performances, etc. Donc c'est vraiment un lieu vraiment de foisonnement d'art contemporain. Et j'ai pris deux textes, j'ai pris La pluie de Fred Griot.
Et j'ai pris 79 carrés Nuit Blanc de Jean Gilbert. Donc j'ai pris la même maison d'édition, ce qui m'a d'ailleurs valu un commentaire de la libraire qui m'a demandé si je la connaissais. Alors pas du tout, par contre de ce qu'elle m'a dit, en fait c'est une maison d'édition française qui est vraiment je sais plus où, dans le nord de la France, un truc comme ça. En gros je sers à rien, j'ai pas d'informations à vous donner supplémentaires. J'ai pris La Pluie parce que j'aimais beaucoup l'idée en fait de la faute d'orthographe sur la première de couverture. Cette idée en fait de tout de suite créer une violence avec le texte, parce que c'est vrai que la faute c'est quelque chose qui est considéré comme tout de suite péjoratif. Là je trouve que c'est limite à prendre le texte à contre-courant et c'était assez intéressant. Ça fait retravailler les phrases, ça fait retravailler les mots. C'est encore de la poésie contemporaine qui joue beaucoup sur la disparition des lettres, etc. pour recréer d'autres sens, d'autres jaillissements, etc. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Et ensuite 79 carrés blancs, c'est une mise en scène, une mise en forme autour du carré, donc avec la typo et le texte. Et à la fin, je me souviens, il y avait un CD, donc c'était un CD de... pas forcément de musique, plus d'une prestation musicale. C'était très organique, avec des espèces de bruit un peu louche. Une semaine est passée et je peux enfin vous faire le retour sur mes lectures que j'ai choisies pour ce challenge des lectures à l'aveugle. Donc on va commencer par Ronce Rose d'Éric Chevillard. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille, d'une petite fille en fait, qui vit avec un homme qui apparemment est son père, adoptif ou non, ça on le sait pas vraiment. Son père, il est cambrioleur. Elle le comprend pas vraiment en fait, elle le dit avec des mots d'enfant, sans vraiment comprendre que c'est un métier un peu dangereux. Et nous, en fait, par les sous-entendus et les jeux de mots en fait, qu'elle en fait, on comprend son métier. Et un jour, cet homme disparaît, sans doute parce qu'il a été intercepté par la police, mais elle ne le sait pas non plus. Et elle décide de partir à sa recherche. Donc elle met dans son sac à dos du jambon, du pain, 3 culottes et son carnet pour écrire. Et elle retranscrit ses pas, ses chemins au fur et à mesure, donc son aventure pour retrouver son père. C'est une écriture qui est assez... fantasmagorique, qui est très... L'auteur en fait joue avec les mots, joue avec cette écriture d'enfant pour nous transporter vers une atmosphère un peu naïve et touchante. C'est très poignant, j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur. C'est vrai que je suis pas non plus rentrée complètement dans l'histoire, je pense que c'était peut-être parce que j'étais pas dans le mood pour ressentir cette naïveté, cette candeur là, mais si je relève cet avis très subjectif, je dois dire que le texte était vraiment bon, l'écriture était vraiment bonne. Et je pense d'ailleurs, pour faire écho à la prochaine lecture dont je vais vous parler, que les deux livres ont été sélectionnés par le même libraire, parce qu'à la librairie Mola, en fait, chaque table de coup de cœur était associée à un libraire, et c'était vraiment dans la même veine, avec cette idée de créer un univers entre le réel et l'imaginaire, un espèce de pont qui relie ces deux points, et c'est à nous, en fait, à partir de l'écriture de l'auteur, de voyager, et de voyager à travers les mots. C'était vraiment une écriture pour les amoureux des mots en fait, pour les gens qui aiment le texte, qui aiment les belles phrases, qui aiment voyager à travers voilà, des tournures et qui aiment parfois se laisser emporter par la complexité du langage. Pas forcément parce que le texte en lui-même est compliqué, mais parce que les références, la façon dont il écrit, la façon dont il englobe le récit nous emporte en fait vers d'autres horizons et nous pousse en fait à rêver et à l'imaginaire. C'est vraiment le genre de texte un peu comme on va dire la poésie surréaliste où c'est à nous en fait de tenir le récit, c'est à nous de nous embarquer ou pas dans le récit. Moi à ce moment-là j'étais pas forcément prise à ma maxime dedans, mais quand même dans l'ensemble j'ai bien aimé ce récit. Le second texte donc c'était Daimler s'en va de Frédéric Berthet. Alors au début je vous avais dit que c'est vrai que si je l'avais eu entre mes mains et que j'avais eu le résumé, je l'aurais pas acheté. Un grand merci à ce jeu qui m'a permis de découvrir un texte vers lequel je me serais pas penchée parce que vraiment ça là c'est vraiment bon, ok. Franchement j'ai été très impressionnée par ce texte. Le texte dès le départ est introduit par une citation de Kafka pour vous donner un peu une idée de l'ambiance et ça raconte l'histoire d'un homme qui décide de mourir mais il n'a pas vraiment de raison de mourir. Il n'a pas vraiment non plus de raison d'exister. On va dire qu'il est dans cet entre-deux où il s'exprime, il se parle à lui-même et il exprime les derniers sentiments qu'il va avoir avant de disparaître. Donc sa mort n'est pas du tout affirmée comme quelque chose de glauque ou de pesant ou de pénible. C'est juste une disparition qu'on va comprendre parce que la deuxième partie en fait elle est invoquée par un autre protagoniste qui lui est l'ami de Daimler et qui va recevoir une lettre de Daimler qui va lui faire sous-entendre qu'il est parti, qu'il a disparu. Après à nous de voir si cette disparition on la voit comme une disparition du pays ou bien une mort complète. Alors le texte est vraiment nous zappe vers des réflexions assez profondes. Premièrement parce que
La façon dont elle est rédigée est assez intéressante. Le protagoniste parle à la troisième personne, ce qui fait qu'on sait jamais si c'est le narrateur ou si c'est le personnage lui-même qui parle, et ça crée une espèce de distance avec le personnage qui permet en fait d'aller vers des réflexions vers lesquelles on ne serait pas allé. Ça me fait un peu penser aux pensées à la Roland Barthes pour ceux qui ont déjà eu l'habitude ou qui ont déjà été confrontés à ce genre de texte. C'est à la limite en fait entre le fantastique et le fragile. Il se moque en fait du réel, il se moque du langage, il se moque de lui-même. Et par ces phrases, ces bribes de phrases, ces réflexions internes, eh bien il va complètement déconstruire cette notion de réalité et il va déconstruire son envie d'exister. Je ne connais pas Frédéric Berthet, mais je pense que vraiment c'est un ouvrage majeur, en tout cas selon ma perception des choses, c'en est un, parce que c'est vrai que j'ai retrouvé beaucoup de réflexions et de sentiments dans ce texte, dans d'autres ouvrages en fait, ça m'a vraiment fait écho à pas mal de choses. Je vous mettrai en référence un autre texte auquel je pense notamment, qui est aux éditions Maelstrom, mais là comme ça j'ai pas le titre en tête. Frédéric Berthet a inventé en fait un personnage type qu'on va retrouver beaucoup je trouve dans la littérature contemporaine, avec toute l'idée en fait de la peur de la mort, de questions existentielles, de cette angoisse du siècle qui consiste à penser que vraiment on n'a pas notre place ici, qu'on n'est rien, qu'on n'a pas forcément de matière pour exister, mais ça reste quand même assez drôle, il y a des jaillissements d'humour, c'est très frais, donc c'est pas forcément un truc qui va vous plomber la tête, mais vraiment c'est un texte pour moi que je vous encourage à lire parce que vraiment il m'a beaucoup marqué et je pense que je vais m'intéresser un peu plus à Frédéric Berthet parce qu'honnêtement j'ai trouvé que ce texte était vraiment bon. Ensuite, je vais vous parler de Par les peaux de Sabine Wien. Bon bref, celui-ci. Donc c'était un recueil de poèmes illustrés. Donc après l'avoir feuilleté, je me suis rendu compte que c'était un recueil de poésie érotique assez facile à comprendre. Donc le texte est assez accessible pour tout le monde, je pense. C'est vraiment une promenade à travers un échange sexuel, une promenade à travers les corps, et les illustrations en fait qui sont effectivement très figuratives, elles permettent en fait de nous embarquer vraiment dans cette idée d'organique et cette idée en fait de rencontre corporelle sans que ça soit profondément, sans que ce soit vraiment trop de l'illustration comme on pourrait le voir pour d'autres recueils par exemple. L'écriture facile, même si c'est plaisant à lire, m'apporte moins de choses au niveau de mon imaginaire parce que en fait je peux moins poser des mots, moins poser des intentions sur le texte, mais il n'empêche que c'était un très beau texte. J'ai bien aimé le champ lexical qui avait été employé, vraiment tout ce rapport au corps qui est vraiment très fourni et pas forcément sexuel, vraiment grossier ou salace, plus dans l'idée du contact, de la caresse, vraiment cette idée de pulpe, de chair, c'est très organique, c'était vraiment intéressant. Les illustrations aussi sont vraiment pas mal et encore une fois le papier est vraiment ouf. D'ailleurs c'est intéressant que la maison d'édition ait choisi un papier de ce style-ci pour accompagner le texte parce que finalement ça crée un rapport sensoriel au texte, un rapport peut-être presque charnel et ça crée vraiment une ambiance propre à un recueil érotique je trouve. Pour finir je vais vous faire un petit retour sur cet ouvrage en 3 parties donc qui reprend les textes d'Apollinaire, donc le recueil Alcool. En fait, j'avais pas compris au départ quand j'avais ouvert la box en quoi consistait l'étude. Et en fait c'est parce que tout simplement je ne connaissais pas Marcoussis qui est un illustrateur dans la tendance du cubisme qui a été très proche de Guillaume Apollinaire, et donc pour cette édition, donc cette réédition de ces textes, ils ont décidé d'accompagner le texte d'Apollinaire des aquarelles de Marcoussis. Je pense que l'étude de Jean-Marc Chatelain est surtout là pour justifier en fait pourquoi ils ont choisi de se faire ce travail main dans la main et et aussi d'expliquer le rapport entre Apollinaire et Marcoussis, comment ils ont réussi à évoluer dans leur art par cette relation amicale, comment ils ont grandi. Il s'avère par exemple qu'Apollinaire c'est lui qui a aidé Marcoussis à changer de pseudonyme entre autres, et ils ont souvent en fait travaillé sur des illustrations en commun, mais c'est vrai que ça n'a pas forcément été mis en avant. On voit plus par exemple les rapports entre Apollinaire et Picasso, mais il s'avère que c'était vraiment un auteur assez important dans le travail d'Apollinaire et qu'Apollinaire est aussi assez important pour Marcoussis. Je pense même d'ailleurs que les illustrations qui sont dans le recueil sont en fait des choses qui étaient déjà présentes dans un des recueils qu'a pu composer Apollinaire, parce qu'en fait Apollinaire dans son recueil Alcool il en a fait des éditions limitées parfois qu'il faisait illustrer, donc c'est possible que ça soit le cas, mais ça je suis pas certaine à 100%. Il a un style qui est un peu proche de la gravure, même si c'est pas forcément clairement affirmé. On voit dans son jeu de travail des formes que c'est vraiment un travail d'ombre et lumière, soit pour récupérer cette idée en fait vraiment de gris de la gravure, soit pour récupérer ce jeu de lumière et de clarté, et ça va être vraiment pour moi
l'intérêt majeur de ce que peut faire Marcoussis. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre réflexion sur le sujet, parce que c'est vrai que voilà, je suis pas forcément hyper au courant de tout ce qui peut se passer dans le cubisme. Donc si vous avez des petites choses intéressantes à me dire sur Marcoussis, n'hésitez pas. Si vous aimez Apollinaire ou si vous connaissez quelqu'un qui aime Apollinaire, je trouve que c'est un très beau cadeau. Ensemble, je trouve que c'est vraiment un très bel objet, plus même, ça fait plus figure même d'objet de collection. Si vous voulez découvrir Apollinaire, vous n'êtes vraiment pas obligé de passer par cet ouvrage-là. Il y a des poches qui coûtent que dalle et qui feront très bien l'affaire aussi. Mais en tout cas, si vous êtes adepte de bel objet, et si vous aimez beaucoup voilà, la prose de cet auteur, je vous invite à découvrir cette petite boîte. C'est sur ces belles paroles que va se conclure ma vidéo de lecture à l'aveugle. Honnêtement, je pense que si je devais refaire le challenge, je le ferais parce que ça a été un bon exercice pour sortir de mes habitudes de lecture. Et je pense que c'est un travail qui est assez intéressant à faire parce qu'on a tendance à tout le temps aller vers les mêmes choses, à tout le temps découvrir les mêmes textes ou bien tout le temps se laisser influencer par les mêmes personnes. Jouer juste sur les impressions qu'on peut avoir de prime abord, ça peut être un bon exercice. D'ailleurs, si vous créez, si par exemple vous écrivez, etc. Je pense que c'est un bon exercice d'aller se diriger vers ce genre de choses parce que en fait en se confrontant tout le temps aux choses qui nous plaisent, finalement eh bien, on n'ouvre pas forcément notre champ des possibles, et donc je trouve que c'est une manière assez intéressante de découvrir, d'accroître en fait son univers culturel et intellectuel. Même si c'est vrai que j'ai pas forcément eu des coups de cœur pour tout, j'ai quand même fait de bonnes découvertes, notamment Daimler s'en va, vraiment gros coup de cœur pour ce texte, et vraiment je vous assure que je me serais jamais dirigée vers ça si je l'avais lu. Enfin, le résumé c'est pas du tout mon délire, c'est pas quelque chose qui m'aurait appelé comme ça de prime abord, mais vraiment ça m'a beaucoup marqué, j'ai beaucoup apprécié découvrir ça. Est-ce que j'aurais acheté cet ouvrage sachant qu'il n'y a aucun texte à l'intérieur, alors qu'au final il s'agit quand même d'un très bel ouvrage avec de très belles illustrations qui permettent d'ailleurs de découvrir des petites maisons d'édition vers lesquelles je ne me serais pas forcément dirigée. Dites-moi si vous avez déjà l'habitude d'acheter des livres un peu comme ça juste pour la couverture parce que l'objet est beau. Ça m'intéresse de savoir comment vous procédez à vos achats, comment en fait vous sélectionnez vos livres. Est-ce que vous lisez des revues sur internet et après vous allez acheter? Est-ce que vous suivez l'actualité littéraire ou est-ce que vous faites conseiller par votre libraire, ou bien est-ce que juste vous fouillez un peu, vous fouinez comme ça et puis vous faites au gré de vos envies? N'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse. Ciao.